suite des infos de la mi-journée sur Média TV Afrique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres qui font l'actualité. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye salue le rôle joué par le Maroc dans la résolution de la crise. Stéphanie Williams qualifie de fructueux le dialogue interlibyen de Bousnika. Elle dit être en contact permanent avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, afin de voir aboutir ces négociations à la résolution définitive du conflit libyen. Et nous irons au Mali où le Premier ministre de transition est connu depuis hier. Il s'agit de Mokhtar Ouané, ancien chef de la diplomatie malienne. La nomination d'un civil à la primature était l'une des conditions sine qua non pour la levée des sanctions par la CEDEAO contre le Mali. Dans ce journal, nous irons aussi au Niger pour parler du lancement de la nouvelle saison touristique à Kouré. Le site qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest avait été touché en août dernier, on s'en souvient encore, par une attaque terroriste. Bienvenue sur Média TV Afrique. On ouvre ce journal avec le dialogue interlibyen de Bousnika. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, qui avait pris part à ces rencontres, salue le rôle joué par le Maroc dans la résolution de cette crise qui mine depuis 2012 la Libye. L'émissaire de l'ONU a qualifié de fructueuse sa participation à cette rencontre tenue sous les auspices des Nations Unies. Stéphanie Williams a affirmé qu'elle soutient entièrement cette initiative qui a réuni, rappelons-le, du 6 au 10 septembre dernier, les délégation du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk. À cette occasion, des avancées significatives ont été enregistrées et l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye dit être en contact permanent avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, afin de trouver une issue définitive à la résolution de cette crise. Et le cap a été franchi. 1 million, c'est le nombre de morts dans le monde liés au Covid-19. Les États-Unis, le Brésil, le Mexique et aussi l'Inde concentrent à eux seuls la moitié des victimes de la maladie qui a fait plus de 33 millions de victimes à travers le monde. On fait le point avec Sanaya Sari. La pandémie du Covid-19 a franchi la barre du million de victimes à travers le monde. Les États-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique comptabilisent à eux seuls plus de la moitié des décès recensés à travers la planète. À ce jour, près de 33 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués, dont les 2 tiers sont aujourd'hui considérés comme guéris. La deuxième vague du virus fait grimper plus rapidement que prévu le nombre des victimes, ce qui présage de perspectives sombres. Avec plus de 6 millions de cas, l'Inde pourrait très bientôt dépasser les États-Unis en tant que pays le plus touché au monde. En Europe, l'Italie, particulièrement meurtrie en mars dernier, fait figure d'exception avec un nombre limité de nouveaux cas. Un résultat obtenu au prix de strictes mesures anti-Covid saluées par l'Organisation mondiale de la santé. À l'opposé, la pandémie flambe toujours en Espagne, qui devient le 2e pays le plus touché du vieux continent. Depuis juin dernier, entre 5 000 et 6 000 personnes meurent chaque jour du coronavirus à travers le monde. 2444 nouvelles contaminations et 1141 nouvelles guérisons ont été enregistrées au cours de ces dernières 24 heures au Maroc. Ces derniers chiffres portent à 118 000 le total des cas d'infection et à 95 591 celui des personnes totalement rétablies à travers le royaume. 2069, c'est le nombre de décès à ce jour liés au Covid-19 après l'annonce hier de 28 nouveaux décès. Un dernier bilan qui porte Casablanca en tête des villes les plus touchées par le coronavirus au Maroc. Tanger, par contre, connaît une certaine accalmie après un rebond de cas de contamination enregistré au mois d'août. C'est le résultat des strictes mesures adoptées sur place pour rompre la chaîne de contamination. On fait le point de la pandémie dans la ville du Détroit avec Driss Bousseran et Zineb Messari. La ville de Tanger a accusé une nette baisse ces derniers temps de cas de Covid-19 après une accélération pendant le mois d'août. La ville du Détroit compte actuellement une vingtaine de patients en réanimation et une vingtaine admis dans divers établissements de santé de la ville. C'est le résultat des efforts fournis par l'ensemble des parties prenantes de ce combat. Nous espérons continuer dans ce sens et éradiquer la pandémie.
Le corps médical et les associations nous ont aidés à sensibiliser la population. 600 tests de dépistage sont effectués en moyenne au quotidien. Tous les citoyens doivent faire preuve de patience et d'engagement pour ne plus revenir en arrière. Nous les invitons à respecter toutes les directives et toutes les mesures et encore plus à l'approche de l'hiver. Compte tenu de l'urgence sanitaire après la détection de foyers de contamination, la ville de Tanger avait fermé en juillet les accès à la ville en renforçant le contrôle à la sortie. Plusieurs lieux publics avaient également été fermés. À Casablanca, la sensibilisation contre les désastres du Covid-19 est l'affaire de tous. L'organisation des scouts Jawal tire aussi la sonnette d'alarme. Cette opération menée en coordination avec les autorités locales a été l'occasion de distribuer des masques de protection aux citoyens, tout en leur rappelant l'importance du respect des mesures préventives. Reportage de Kamal Rounaïm et le récit est signé Sanaya Sari. Au Maroc, en ces temps de crise sanitaire, dans de nombreux quartiers de l'ancienne Médina de Casablanca, des acteurs de la société civile ont lancé une campagne de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19. Objectif, véhiculer des messages clairs sur la gravité du virus et lutter contre sa propagation. Cette initiative vient traduire sur le terrain les orientations de notre organisation sur la nécessité de mobiliser la société civile pour que chacun assume sa responsabilité et contribue au respect des mesures de prévention. Elle intervient dans le cadre d'une vaste collaboration avec les autorités locales de la ville de Casablanca. Face à cette hausse de cas de contamination, nous essayons au maximum de sensibiliser les gens à s'en tenir au respect des gestes barrières, notamment le port des masques, la désinfection et le lavage régulier des mains. Les scouts de l'organisation ont également procédé à une large opération de distribution des masques de protection gratuitement au profit des citoyens. À travers cette campagne, petits, grands, hommes et femmes, tous sont sensibilisés au risque du coronavirus et à l'importance de la responsabilité individuelle et collective pour limiter les cas d'infection. Il le fallait absolument pour la CEDEAO avant la levée des sanctions imposées au Mali. Il s'agit de la nomination d'un Premier ministre civil. Mokhtar Ouané a été désigné hier par le président de transition Bandao. Cet ancien ministre des Affaires étrangères, Souhamadou Toumani Touré, devrait annoncer son gouvernement demain mardi. Mais en attendant au Mali, tous les regards sont braqués sur les voisins de la CEDEAO, tous avec la même préoccupation. À quand la levée des sanctions imposées par l'organisation ouest-africaine depuis le putsch du 18 août? Et nous retrouvons en direct de Bamako notre correspondant Mohamed Danyogo pour faire justement le point sur la situation au Mali après la désignation de Mokhtar Ouané au poste de Premier ministre. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, la chute du président Keïta avait été accueillie, on le sait, dans la liesse. Et à ce jour, quelle est l'atmosphère générale des premières semaines sous la direction de la junte? Oui, effectivement, les premières semaines de la junte militaire après d'Ibeka avaient été accueillies dans la liesse, comme vous l'avez dit, car la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août faisait suite à 2 mois d'intenses manifestations de rue conduites par le mouvement du 5 juin du Rassemblement des forces patriotiques qui avait comme autorité morale l'imam Mahmoud Diko. Mais passé cette première semaine-là, on a assisté à un peu de méfiance, surtout lorsque le porte-parole de la junte, le colonel-major Ismaël Ouagé, avait dans un premier temps parlé de transition civile et ensuite il avait parlé de transition civile ou militaire. On a commencé à se poser des questions, il y avait un peu de méfiance et donc les gens ont pensé en ce moment-là que les militaires voulaient rester au pouvoir. Donc il y a eu ce qu'on a appelé une baisse de popularité de la junte, n'est-ce pas, dans l'opinion, à partir du moment où ils ont parlé de transition civile ou militaire. Alors Mohamed, on constate que l'imam Diko est très peu visible depuis les événements du 18 août. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retrait et quels sont ses rapports avec le CNSP?
Le trait de l'imam Mahmoud Diko, il était l'autorité morale du mouvement du 5 juin qui avait, n'est-ce pas, amené les mouvements de rue qui s'est soldé par l'intervention des militaires. Il avait dit lui-même, juste après la démission du président, qu'il retournait dans la mosquée, reprendre sa place d'imam, et il avait clairement fait savoir à l'opinion, en tout cas, qu'il n'était pas disponible pour prendre un quelconque poste politique ou même de gestion. Et ces relations avec le CNSP, c'est une relation de confiance, de courtoisie, parce qu'on l'a vu à plusieurs fois, les militaires, n'est-ce pas, descendre jusque chez l'imam à Badlabougou pour le rencontrer souvent tard dans la nuit, jusqu'à 1h ou 2h du matin, et prendre conseil. Donc aujourd'hui, l'imam, certes, n'est pas visible sur la scène, mais on peut dire qu'il est consulté, il est écouté, et donc c'est aujourd'hui l'un des conseillers de la junte qui n'hésite pas, à chaque fois que de besoin, de se rendre chez l'imam pour, n'est-ce pas, prendre son avis sur la marche à suivre du pays. D'accord. Après la nomination hier de Mokhtar Souane comme Premier ministre, on aimerait un peu savoir quelles sont les premières réactions. Les premières réactions, en tout cas quand on voit sur les réseaux sociaux, dans l'opinion, elles sont bonnes parce que il n'est pas méconnu. Il a été ministre des Affaires étrangères du régime Amadou Toumani Touré de 2004 à 2009. Et donc, globalement, ça a été très bien accueilli. Ce diplomate de 64 ans, il jouit surtout aujourd'hui de n'être d'aucun bord politique quand on sait les tiraillements qu'il y a actuellement. Et donc, franchement, c'est bien accueilli. C'est un peu comme Bandao, mais encore mieux accueilli que pour même le président de la transition qui, on le sait, est un militaire à la retraite. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit que c'est un civil, mais c'est un militaire à la retraite. Donc ce n'est pas le cas de Mokhtar Souane qui est un civil pur et dur. Et donc le seul bémol, c'est que à un moment donné, le mouvement du 5 juin avait fait, je pense dans les 2 derniers jours, avait fait acheminer une dizaine de CV au CNSP pour faire le choix du Premier ministre. Mais aujourd'hui, ils se disent carrément surpris et même déçus de ne pas, en tout cas, voir le Premier ministre sortir de leur rang. Donc c'est le seul bémol, sinon au-delà, c'est bien accueilli par les populations. D'accord. Alors, la désignation de Bandao comme président de la transition n'avait pas convaincu la CEDEAO de renoncer aux sanctions prononcées contre le Mali. Mais est-ce que celle de Mokhtar Souane, qui est un civil, suffira-t-elle selon vous? Oui, en principe, ça doit suffire puisque les conditions de la CEDEAO, c'était qu'il y ait un civil président de la transition, il y ait un civil Premier ministre. Donc, ces 2 conditions sont remplies depuis hier soir. Et donc, on espère en tout cas que la CEDEAO va incessamment lever les sanctions, puisque Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, était présent à Bamako le 25 juin dernier, le jour de la prestation de serment du président et de son vice-président. Et il l'avait dit lors d'une conférence de presse que la CEDEAO attendait, n'est-ce pas, la nomination du Premier ministre pour se prononcer. Et puisque c'est fait, en tout cas, on espère ici que incessamment la CEDEAO va faire soit un communiqué ou même que le président en exercice, Mohamedou Bouhari, va faire une sortie pour annoncer au peuple malien, n'est-ce pas, la levée des sanctions qui pèsent sur le pays depuis déjà trop longtemps. De façon concrète, sur place au Mali, à Bamako, comment se font ressentir ces sanctions au sein des populations, Mohamed? Les sanctions, globalement, ne plombent pas trop l'activité, puisque la CEDEAO, c'est vrai qu'il y a des sanctions, mais il y a eu une certaine clémence vis-à-vis du Mali, puisque les denrées de première nécessité sont toujours convoyés vers le Mali. On sait que le Mali, c'est un pays continental qui est entouré par 7 pays. C'est vrai que 2 ne font pas partie de la CEDEAO, mais quand même, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont les ports qui ravitaillent le marché malien, en tout cas continuent à ravitailler en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Ce qui fait que globalement, la pression n'est pas très bien ressentie. Mais là où, en tout cas, il y a des problèmes, c'est les services de transactions monétaires. Ceux qui sont dans les transactions monétaires, ils sont beaucoup, en tout cas, affectés par ces sanctions-là. On ne peut plus faire de transfert d'argent et ils travaillent avec ça. Le système bancaire aussi est quelque peu bloqué. Et donc, aujourd'hui, globalement, si on voit dans la population, ce n'est pas très bien ressenti. Mais pour certains secteurs qui travaillent notamment dans les secteurs économiques et bancaires, ça va être ça a plombé l'activité. Et eux, aujourd'hui, ils espèrent de tout cœur que les sanctions puissent être levées incessamment par la CEDEAO pour qu'ils puissent réellement travailler. Une dernière question, Mohamed Danyogo. La CEDEAO avait également demandé un toilettage de l'acte fondamental du
La CEDEAO avait demandé cela puisque l'acte fondamental posait un problème avec la Constitution qui n'a pas été du tout suspendu par les militaires. Et donc mettre un acte fondamental à côté d'une Constitution qui est la norme supérieure, ça posait problème. Et donc la CEDEAO avait, n'est-ce pas, demandé cela. Mais il faut dire que depuis lors, les efforts étaient plutôt orientés vers l'organisation des concertations nationales pour doter la transition d'une feuille de route. Ce travail a été fait. Et la nomination, le choix des personnes qui n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui, on a le choix de Bandao comme président et de Mokhtar Wan Depuisière comme premier ministre. Donc, on espère en tout cas qu'après avoir mis en place le gouvernement qui a entendu pour demain, vous l'avez dit, et après tout ce travail-là, ce qui va incessamment suivre la lecture de cette charte-là. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de travaux en cours par rapport à ça, mais ce qui est attendu, c'est que après la nomination du gouvernement qui va bientôt arriver, on s'attaque très rapidement à cela pour que le Mali et la CEDEAO et le reste des pays de la CEDEAO soient sur la même longueur d'onde pour, n'est-ce pas, conduire cette transition qui va durer 18 mois et aboutir, n'est-ce pas, à l'élection d'un président de la République. Mohamed, merci infiniment pour toutes ces explications sur la situation sociopolitique au Mali. Le torchon brûle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce dimanche, les armes ont encore tonné dans le Caucase où des combats ont fait des morts dans les rangs des civils mais aussi des militaires. L'Arménie met en garde la Turquie contre toute ingérence, mais Ankara ne l'entend pas de cette oreille. Les détails dans ce récit d'Anissa Araou. La tension monte d'un cran entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Au cœur du conflit, les séparatistes du Nagorno-Karabakh, soutenus par Erevan, face aux forces azerbaïdjanaises. Réaction immédiate de la présidence après que des combats meurtriers ont éclaté. La loi martiale sera introduite à partir de minuit ainsi qu'un couvre-feu de 21h à 6h à Bakou, dans plusieurs grandes villes ainsi que dans les zones proches de la ligne de front du Karabakh. Les belligérants ont fait état de victimes militaires et civiles. Selon la partie arménienne, une femme et un enfant ont été tués. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis dimanche un soutien total à l'Azerbaïdjan et a appelé l'Arménie à cesser son agression. Nous condamnons fermement les affrontements au Karabakh et affirmons que l'Arménie a une nouvelle fois violé les lois internationales et elle a montré qu'elle ne souhaitait pas la paix et la stabilité. Près de 30 ans plus tard, l'histoire se répète. Le Nagorno-Karabakh a été le théâtre d'une guerre au début des années 90. Une guerre qui a fait 30 000 morts. Et depuis lors, Bakou veut en reprendre le contrôle. Des pourparlers de paix sont dans l'impasse depuis des années. Un conflit majeur impliquant l'Azerbaïdjan et l'Arménie pourrait entraîner l'intervention des puissances en concurrence dans la région du Caucase, la Russie et la Turquie. Moscou a appelé dès dimanche matin à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers alors que les deux camps se rejettent la responsabilité des hostilités. Au lendemain de l'échec d'une tentative de former un gouvernement au Liban, un pays plus que jamais en crise, Emmanuel Macron condamne la trahison de la classe politique libanaise. Cette décision semble marquer l'échec de l'initiative lancée par le président français, qui est d'ailleurs l'un des premiers à se rendre au chevet du Liban après la tragique explosion du 4 août au port de Beyrouth. Emmanuel Macron, que je vous propose d'écouter dans cet extrait. Ce qui s'est passé durant ces dernières heures, ces derniers jours, est au fond une clarification. Les forces politiques libanaises, leurs dirigeants, les dirigeants des institutions libanaises n'ont pas souhaité clairement, résolument, explicitement, n'ont pas souhaité respecter l'engagement pris devant la France et la communauté internationale. Ils ont décidé, et je suis contraint d'en faire le constat cruel pour nous tous, un mois plus tard, ils ont décidé de trahir cet engagement pris. Je constate que les autorités et les forces politiques libanaises ont fait le choix de privilégier leurs intérêts partisans et individuels au détriment de l'intérêt général du pays. Je constate qu'ils ont fait ainsi le choix de livrer le Liban au jeu des puissances étrangères,
de le condamner au chaos au lieu de lui permettre de bénéficier de l'aide internationale dont le peuple libanais a besoin. De retour sur le continent, nous prenons la direction du Nigeria. L'économie du pays est à genoux à cause en partie de la pandémie. Plusieurs secteurs d'activité ont été touchés. C'est le cas des boulangers et des pâtissiers qui n'ont pas d'autre choix que de faire flamber les prix ou de réduire les quantités du pain et de ses dérivés au risque de fermer boutique. À Abuja, suivons ce reportage de notre correspondant Ali Cabré. Les boulangers et pâtissiers du Nigeria n'ont pas le grand sourire. La production du pain et la fabrication des autres aliments dérivés du blé ne sont plus aussi lucratives avec la crise économique qui secoue le pays ces derniers temps. Boulangère installée depuis une dizaine d'années à Lugbe, un quartier périphérique d'Abuja, Rabi Aboubakar Oumar perçoit d'une façon particulière ce pain qu'elle fabrique. Je considère le pain comme la nourriture du pauvre. Parce que partout où vous allez, vous verrez les gens manger du pain. Certains n'ont même pas le temps de s'asseoir pour manger un bon repas, alors ils préfèrent du pain. Dans les marchés et les boutiques de quartier, le pain est toujours présent, mais la demande a fortement baissé. En cause, l'augmentation générale des prix qui affecte la qualité de la production. Dans sa pâtisserie de quartier, Rama constate que les clients boudent ces productions devenues trop maigres. Ici, par exemple, nous avons réduit la taille de nos gâteaux et les gens se plaignent. Ils ne l'achètent plus comme auparavant. Les petites galettes aussi, nous avons diminué la quantité. Alors les gens n'en veulent pas et cela affecte beaucoup notre activité. Pour le syndicat des boulangers de la capitale fédérale, les prix du pain et des autres produits dérivés ne dépendent pas du syndicat. Selon son président, Ishaq Abdourahim, la crise actuelle du pain est une conséquence logique de la hausse des prix dans toute la chaîne de production. Comme vous pouvez le voir, il y a une hausse des prix de l'essence, de l'électricité, de la farine, de blé, du sucre, du beurre, de la levure et même l'eau est devenue plus chère. Que voulez-vous? Évidemment, il y aura une augmentation du prix du pain. C'est très logique. Les agriculteurs locaux ont beau soutenir que le blé a une capacité de croissance suffisante pour approvisionner les moulins du pays, les données statistiques montrent qu'au premier trimestre de l'année 2020, le Nigeria a importé du blé pour une valeur de plus de 250 millions de dollars, faisant de la denrée le 6e parmi les 10 principaux produits importés au Nigeria. L'actualité nous conduit à Kouré, c'est au Niger. On l'a encore en mémoire, cette commune située à 60 km à l'est de Niamey avait été en août dernier le théâtre d'une attaque terroriste. Une situation qui l'avait placée en zone rouge, donc dangereuse pour les touristes étrangers. Mais sur place, les acteurs du tourisme ont décidé de tourner cette page sombre et de rassurer les touristes quant à la sécurité du site qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Déjà hier, c'était le coup d'envoi de la nouvelle saison touristique. On en parle avec notre envoyé spécial à Kouré, Jean-Djibril William. Cela faisait près de 2 mois que personne n'était venu les prendre en photo. À Kouré, les girafes attirent de nouveau les foules. Le site, fermé depuis l'attaque terroriste enregistrée le 9 août dernier, a été rouvert au public le temps de commémorer la journée internationale du tourisme. De quoi rassurer les populations locales pour qui les activités touristiques constituent la principale source de revenus. Ces événements, tout naturellement, allaient enterrer le tourisme à Kouré. Mais comme vous l'avez constaté avec nous, la sécurité y est. Nous allons donc exhorter tout le monde à venir visiter Kouré. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Les autorités se sont déplacées, il y a eu du monde. On ne peut que remercier le Tout-Puissant. Un message également adressé aux ambassadeurs, acteurs du tourisme et autres journalistes conviés à une visite privée de la réserve. Il y a moins de 2 mois, le site avait été le théâtre d'un attentat ayant coûté la vie à 8 personnes, un épisode que les autorités nigériennes comptent désormais faire oublier. C'est vraiment un épisode malheureux qui s'est passé à Kouré et qui nous a valu davantage d'être classé zone rouge. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour communiquer de façon à ce que les visiteurs, les amoureux du Niger viennent visiter le pays, le Niger, et nous leur garantissons que leur sécurité sera assurée.
sécurité des biens et des personnes, communication positive sur les atouts touristiques du Niger, des conditions indispensables à la relance du secteur. Pour les acteurs locaux, l'année 2020 n'aura pas été de tout repos. À noter que ce dimanche célébrait également le lancement de la saison touristique au Niger. L'occasion pour les acteurs de discuter de la relance du secteur, fortement impacté par les menaces sanitaires et sécuritaires auxquelles fait face le pays. Voilà qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les prévisions météo de cette journée, c'est tout de suite après le journal.